Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Aujourd'hui, on a un sujet très cher à mon cœur. Nous allons vous parler de gros cils. Gros cils, en fait, je veux faire l'histoire de ce sujet-là parce que Evelyne et moi, on n'avait pas vraiment prévu parler de ça. En fait, c'était même pas dans nos choix, hein, non. Et en parlant avec ma mère, ma mère qui me dit « Gabrielle, j'en ai un sujet pour vous autres. Vous devriez parler de gros cils. » Parce que elle a écouté le documentaire avec Claude Legault qui parle de 39-45, donc la Deuxième Guerre mondiale au Canada. Et là-dedans, il parlait de gros cils. Et ma mère a appris plein de choses et elle a décidé de nous proposer ce sujet. Donc, cet épisode est dédié à ma maman. Coucou à la maman de Gabrielle. Qui voulait qu'on parle de gros cils. Alors, voilà, maman, c'est fait, je suis une bonne fille, je t'écoute. Evelyne, t'es-tu déjà allée à Gros Cils? J'ai un vague souvenir d'enfance avec une visite scolaire, donc pour moi, c'est très flou. J'ai comme une vision de Montmagny, la traverse, les bâtiments, mais j'étais jeune quand je suis allée là. Et la dernière fois que j'ai voulu y aller, parce qu'on voulait y aller avec mon chum, on avait manqué la traverse, donc on est allé faire autre chose. Parce qu'il faut traverser, faut prendre le bateau à Montmagny pour pouvoir traverser à Gros-Cils. Donc, c'est dès que partie remise, je finirai bien par y remettre les pieds avec une vision beaucoup plus adulte, en fait, du site. Mais oui, c'est un endroit que j'aimerais revisiter c'est ça, et avoir une vraie mémoire de tout ça. Là. Moi aussi, je suis déjà allée, puis c'est un peu comme toi, là, tu sais, j'étais en vacances avec ma mère puis ma sœur, on s'en allait en Gaspésie, on est passé par Gros-Cils en chemin, et tu sais, j'ai des souvenirs, justement, là, j'ai des souvenirs vagues, tu sais, de visiter tel et tel bâtiment, de me faire dire que là-bas c'était le cimetière, là-bas c'était la quarantaine, là-bas c'était les nouveaux arrivants, mais tu sais, je pourrais pas animer un tour guidé, mettons, là. C'est flou, puis moi, je me souviens que mon arrière-grand-mère est passée par Gros-Cils quand elle a émigré d'Irlande. Alors, j'ai souvenir là, qu'on cherchait son nom sur les plaques commémoratives et tout. L'avez-vous trouvé? C'est la question. Maintenant que tu dis ça, avez-vous trouvé le nom? J'ai envie de dire non, parce que c'est Higgins. Mais tu sais, Higgins, c'est comme Tremblay, là, dans le sens Oui, que... c'est un nom très commun. Il y en a énormément, puis même si on l'avait trouvé, ça veut pas dire que c'est elle non plus. Tellement qu'il y en a. En même temps, je me dis, elle est pas décédée là-bas, fait que peut-être que son nom est pas sur les plaques. Bref, mais je me souviens qu'on avait vraiment passé là, 45 minutes, là, tu sais, c'était personnel. Fallait qu'on le trouve, genre plus intense qu'une game de Où est Charlie, là. Mais bon, c'est un bon jeu pour des enfants, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Trouve ton arrière-grand-mère! Ah ouais, là! On va te faire passer du temps, tu vas être moins tannant. Ah oui! Mais je me souviens que j'avais aimé ça puis que ça m'avait vraiment marqué parce que ça reste une histoire, je veux pas dire fantastique, là, mais ça reste un milieu qui est très riche en histoire, qui a eu beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Remets-nous en contexte. Le Gros-Cils, au départ, c'est rien. C'est une île. C'est rien. C'est une île, on est dans l'estuaire du Saint-Laurent, essentiellement. Là, donc, il faut passer par Montmagny. Là, juste pour situer les gens, là, faut passer par Montmagny pour pouvoir atteindre cette île-là. Donc, il faut absolument prendre une traverse, il faut prendre le bateau. Puis, dans le fond, ça fait partie là, de toutes les îles de ce qu'on peut appeler, je pense, c'est l'archipel de l'île aux grues. Là. Donc, tu as une vingtaine d'îles, si ma mémoire est bonne, un peu éparpillées partout. Certaines sont habitées, d'autres ne le sont pas, ne sont pas aptes, en fait, pour pouvoir avoir de l'habitation. Puis, vraiment... quand on arrive au 19e siècle, il n'y a rien là, sur Gros-Cils. C'est une grosse île, ça le dit. Là, je veux dire, si tu regardes sur une carte géographique, tu vois justement cette espèce de petit archipel d'îles appelée de l'île aux grues, je veux dire, elle se démarque. Là, je veux dire, c'est quand même un gros secteur, mais il n'y avait rien là. Donc, il n'y avait pas d'habitation. C'est même pas un endroit de cabane de pêcheurs lorsqu'on était au 19e siècle. C'est vraiment désert. Là, je veux dire, il y a peut-être des pêcheurs des fois qui s'arrêtaient là juste parce qu'il y avait des vagues où ils voulaient faire un arrêt, mais c'était pas un secteur qui était développé du tout. Et c'est ce qui rendait son éloignement de la ville de Québec, mais sans être nécessairement trop loin non plus. Donc, on est dans l'estuaire du Saint-Laurent, on n'est vraiment pas
collé sur la côte, mais en même temps, par bateau, après ça, il y a possibilité d'arriver à Québec quand même assez facilement. C'est une des... Et comme, bon, la plupart des immigrants irlandais vont arriver beaucoup par la Gaspésie, en bateau en premier. Les gros navires vont arriver beaucoup du côté de la Gaspésie. Bon, c'était un secteur qui était quand même assez facile d'accès pour les bateaux pour pouvoir amener les immigrants irlandais. Donc, l'histoire de Gros-Île va vraiment commencer dans les années 1830. On parle, bon, quand arrivent les vagues d'immigrants irlandais, on est en 1837, généralement, là, qui est la date charnière. Et on se retrouve avec non seulement des milliers et des milliers d'immigrants irlandais qui arrivent, mais on se retrouve avec des gens qui ont vécu des conditions horribles sur les bateaux. Ça a été très long, en fait, avant que le Canada dise, bien, si vous voulez arriver ici, il faut que vos bateaux aient des conditions sanitaires à bord qui aient du sens, parce qu'on va commencer à comprendre qu'il y a beaucoup d'immigrants irlandais, bon, qui meurent pendant les traversées, ça c'est sûr, c'est 6 à quoi, 10 semaines, là, tout dépendant des vents, de la température et tout ça. Les gens sont compactés au maximum dans ces navires de traverse-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui meurent à bord. Déjà, bon, ça c'est des corps qui sont généralement jetés par-dessus bord parce que ça peut entraîner évidemment de la propagation de maladies. Même si on est au 19e siècle, c'est des traversées qui sont tout aussi atroces, puis les gens sont collés les uns sur les autres dans des petites couchettes, donc il y a des gens qui ont le mal de mer, ça vomit dans des seaux, c'est pas idéal, et c'est sûr qu'à un moment donné, quand la traversée est plus longue que prévu, ben là, on a de la malnutrition à bord aussi, donc ça amène des fièvres, le typhus en particulier, qui va être un problème majeur chez les immigrants irlandais. Est-ce que c'est contagieux? Je sais même pas c'est quoi, le typhus. Ben, le typhus, c'est lié à la malnutrition, mais c'est des fièvres, donc oui, ça peut comme se transmettre, mais c'est souvent, la personne va plutôt le développer par malnutrition. Mais si tout le monde est collé les uns sur les autres, puis tu sais, tu tousses, puis tu sais, bon, on s'entend que c'est comme, ça devient des épidémies, là, ça se transmet. Ça rend la situation quand même assez compliquée. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va se dire, bon, on reçoit beaucoup de monde, ça va arriver par dizaines de milliers à certaines années, les Irlandais. À cette époque-là, les Irlandais quittent l'Irlande parce que c'est la grande famine. C'est la grande famine qui est due à une maladie de la pomme de terre. Donc, si on fait un petit retour, la pomme de terre, elle n'est pas du tout européenne. Elle est nord-américaine. En fait, elle est sud-américaine. Donc, la pomme de terre, ses origines viennent de l'Amérique du Sud, surtout du Pérou, donc la cordillère des Andes et tout ça. Les Incas connaissaient très bien la pomme de terre. La faisaient même geler dans les montagnes pour faire un alcool dérivé de ça. Après, une fois la pomme de terre gelée, on la faisait fermenter. Puis on faisait un alcool avec ça. Peu importe l'aliment, ça finit toujours par de l'alcool. Quand c'est bien fermenté, toujours. Il y a toujours des moyens. Donc, les Incas faisaient un alcool à partir de pommes de terre congelées et décongelées fermentées pour vous aider. Et c'est vraiment quand les Espagnols sont arrivés là qu'on va découvrir la pomme de terre et que la pomme de terre, après ça, va atteindre l'Europe. Quand on va découvrir la pomme de terre, c'est un super aliment parce qu'elle est facile à cultiver. On peut en cultiver sur de grands espaces et en Irlande, en Écosse, dans plusieurs secteurs. Bon, la fertilité des sols n'est pas toujours au rendez-vous, donc c'est facile. Tu la jettes au sol par pouce, là, je veux dire, elle n'a pas besoin de trop d'eau. Elle en a besoin, mais elle n'a pas besoin de trop d'eau. Donc, c'est ce qui fait que ça devient le super aliment et que ça devient la base de l'alimentation de beaucoup d'Irlandais quand on est au tournant du 19e siècle, mais même au 18e siècle à l'époque. Et quand on parle de la grande famine irlandaise, on parle d'à peu près 1845-1852. Donc, il y avait des immigrants irlandais qui arrivaient avant la grande famine, qui étaient intéressés par un mode de vie peut-être un petit peu plus, c'est ça, nord-américain, le rêve des États-Unis aussi, parce que je te dirais, 1837, ils vont plus aller du côté des États-Unis au départ, mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait une espèce de polarisation, si tu me permets, de l'immigration, c'est que l'Irlande étant séparée en deux, elle vit beaucoup d'événements. Même à cette époque-là, il y avait déjà l'Irlande du Nord. Ben, il y avait déjà des luttes, en fait, parce que tu avais un côté qui était plus catholique, tu avais un côté qui était plus anglican, protestant. Allons-y avec la religion pour commencer pour cette époque-là, ça va être plus simple. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Souvent, l'immigration, ben, les gens qui sont plus catholiques vont espérer venir dans un pays un secteur qui l'est. Donc, le Québec étant quand même d'origine francophone, même si on fait partie de l'Empire britannique à l'époque et tout, reste qu'on parle, oui, on parle français, mais les gens sont catholiques, donc les catholiques ont un intérêt pour le Québec, pour cette raison-là, s'ils viennent en Amérique du Nord, alors qu'après ça, ben, si tu es plus protestant, anglican, ben là, tu as tout le reste du Canada, puis tu as les États-Unis aussi qui sont un peu ta terre d'accueil, donc c'est plus vaste. Donc, ça polarise, ça change un peu l'immigration à l'époque. Et donc, au départ, c'est surtout les États-Unis qui vont intéresser à partir de 1837, mais reste que souvent, ils vont transiter, souvent en arrivant par l'Atlantique, ben, ils passent par la Gaspésie, ils passent par Québec, puis après ça, ils vont descendre plus bas. Aux États-Unis aussi, on va développer une île de quarantaine qui est Ellis Island. Là, je parle pas du film avec
Caprio ou rien de ça. Mais ça a été aussi, aux États-Unis, ça a été le lieu de quarantaine qui était un petit peu, je dirais, la cousine de Gros-Cils. Donc, la Grande Famine, elle arrive plus tard, en 1845, où là, il y a une maladie de la pomme de terre qui se développe, qu'on appelle le mildiou, qui fait en sorte que c'est comme un champignon, en fait, qui fait que les pommes de terre pourrissent. Donc, le plant, il a l'air beau, tu sors ça, puis la pomme de terre est toute pourrie, puis tu n'as rien à manger. Donc, ça va faire en sorte que beaucoup de gens vont se retrouver avec absolument rien à manger parce qu'ils se sont trop basés sur une monoculture qui est celle de la pomme de terre. On est dans des périodes climatiques où ça va pas bien non plus pour les autres cultures et c'est ça qui explique une vague d'immigration beaucoup plus massive à partir de 1845. Et l'année noire, l'année que tout le monde va craindre, c'est 1847. Donc, c'est celle-là qu'il faut mettre un petit peu dans ses annales parce que c'est là qu'on va recevoir quelque chose comme 90 000, 100 000 immigrants qui vont arriver en une année. C'est énorme. Les gens se massent sur les navires, tout le monde veut partir, il n'y a plus d'avenir. En fait, quand on lit les journaux de bord, les journaux intimes des Irlandais, c'est un peu, ça rappelle quand même un petit peu la crise des migrants qu'on va voir de l'Afrique vers l'Italie puis qui se noient en Méditerranée. Ils préfèrent à la limite mourir en mer que de mourir de famine sans avoir tenté de changer leur sort. C'est un peu ça, en fait, qu'on va sentir chez beaucoup de ces familles-là qui quittent l'Irlande pour essayer d'arriver en Amérique. Et bon, comme je disais, c'est des conditions de bateaux qui sont terribles, mais là, au-delà du typhus et des maladies de base qu'on va avoir, on se retrouve aussi avec une épidémie de choléra. Bon, comme si c'était pas assez, hein? C'est ça. Tu sais, 1847, là, tu sais, on va avoir des épidémies de choléra en plus, donc c'est sûr que ça vient... Sur les bateaux. Sur les bateaux, mais c'est sûr que les gens qui sont atteints du choléra, ben non seulement c'est sur les bateaux, mais ils vont apporter ça avec eux. Donc là, on se retrouve avec des situations qui sont vraiment pas drôles pour la plupart des immigrants, parce que là, on a une décision à prendre depuis, bon, je dis 1837, c'est le début, mais on en avait déjà peut-être à peu près depuis, 1832, il y avait déjà des gens qui arrivaient et qui étaient un peu intéressés, mais c'est ça, 1847, ça sonne l'alarme, il faut non seulement accueillir les immigrants, mais il faut les mettre en quarantaine, puis il faut développer un système de quarantaine. Fait que je te dirais qu'entre 1837 et 1847, Gros-Cils est le secteur choisi pour qu'ils arrivent, qu'ils s'arrêtent, qu'on puisse faire le tri. Souvent, il y a des morts quand même sur les bateaux, des gens qui sont en train de mourir, qui débarquent, qui meurent sur place. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais à partir de 1847, là, il y a trop de monde. On a des problèmes, donc, on avait eu une épidémie de choléra dans les années 1830, mais en 1847 aussi, ça va vraiment pas bien. Jumelé au typhus et tout ça, tu sais, ça peut vous donner une bonne idée, là, le contexte sanitaire est horrible. On avait vécu une première épidémie de choléra dans les années 1830 qui avait affecté Québec et Montréal, puis tu sais, les gens étaient restés nerveux par rapport à ça. Puis en 1847, ben, non seulement il y a des cas de choléra, mais il y a le fameux typhus, ce qu'on appelle la fièvre des navires, pour te donner une idée de comment on appelait ça, parce que les gens, justement, se contaminaient en étant, mal nourris à bord. Donc, on peut dire que c'est vraiment un point de départ pour Gros-Cils où on va avoir construit le plus gros des bâtiments, où là, les gens vont être triés à l'arrivée, où on va commencer à avoir un endroit où on va essayer de vérifier, avez-vous de la fièvre, êtes-vous malade, est-ce que vous avez des symptômes de quoi que ce soit. Donc, si vous n'avez rien, la transition par Gros-Cils est très rapide. Vous faites vos 40 jours, puis après ça, vous allez pouvoir continuer votre chemin là où vous voulez aller. Mais si vous avez quelques symptômes que ce soit, ben là, il y a des médecins qui vont être sur place puis qui vont évaluer les états de santé et il y a des gens qui vont rester là quand même assez longtemps. Parce que des fois, la malnutrition, tu peux avoir de la fièvre, tu peux avoir des symptômes qui ne sont pas sans contagieux, mais tu es malade pareil pendant un certain temps. Il faut nourrir ces gens-là, donc ça prend des cuisines, ça prend des couchettes. Et là, à un moment donné, des fois, quand tu as des familles, c'est pas tout le monde dans la famille qui est malade, donc ceux qui sont pas malades mais qui veulent pas laisser leurs femmes, leurs enfants qui, eux, ont des symptômes, soit du typhus ou qui pourraient avoir des symptômes du choléra. D'ailleurs, si on va faire un tri aussi entre les types de maladies, souvent, ils vont travailler sur le site aussi, donc ils vont aider, en fait, aux cuisines, n'importe où. Donc, ça donne une espèce de force de travail aussi sur Gros-Cils. Mais c'est là qu'à un moment donné, on est à l'époque où Pasteur va commencer à s'intéresser au développement des bactéries. On commence à parler de ça, en fait, à cette époque-là. Et c'est là qu'on commence à réaliser que l'hygiène, c'est majeur, en fait, pour tout ce qui est propagation des maladies. C'est ce qui fait que Gros-Cils, sans être une précurseur, elle devient quand même assez intéressante, je te dirais, alors que la grosse vague d'immigration est terminée. Là. Quand la grosse vague d'immigration est terminée, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de monde qui arrive quand même, et qu'on va garder Gros-Cils pour la quarantaine. Mais quand on arrive dans fin des années 1860, c'est ça, les connaissances, Gros-Cils a comme servi de laboratoire aussi pour comprendre comment les maladies se propagent. Tu sais, ça a servi un peu à ça. Donc, dans les années 1860, on va augmenter encore le nombre de bâtiments, puis on va vraiment s'assurer qu'il y a des
endroits où les gens peuvent être lavés quand ils arrivent. On va aussi commencer à émettre des directives du côté du Canada en disant, vous voulez arriver sur notre territoire, que vous arriviez par la Gaspésie ou autre, si vos conditions d'hygiène à bord ne correspondent pas aux normes canadiennes, vous ne pouvez plus, en fait, arriver chez nous, vous allez devoir aller ailleurs. Et c'est ça qui fait que les traversées vont s'améliorer, qu'on va moins compacter les gens à bord et qu'il va y avoir beaucoup moins de décès à bord, que si on accepte des passagers, ben, il faut qu'il y ait de la nourriture pour le nombre de passagers pour une traversée qui, selon les conditions climatiques, pourrait être plus longue que prévu, parce que c'est souvent ça qui arrivait. Et ça, c'est le Canada qui impose ça. C'est le Canada qui a dit ça, c'est le problème numéro 1 auquel on a fait face pendant cette grande période-là. Donc, on parle de santé publique, là, c'est un peu ça. Il y a vraiment comme une santé publique qui se met en place. En même temps, à quel point ils ont dû développer Gros-Île, là, tu sais, ils pouvaient pas juste laisser les gens sur l'île à faire, bon, ben, on vous laisse là 40 jours, débrouillez-vous, on revient après pour voir si c'est correct. Fallait avoir, juste comme tu dis, des bâtiments pour les gens malades, des bâtiments pour les gens en congé, des cuisines, tu sais, c'est un village, là, une ville qui est carrément née de rien, là. C'est vraiment une ville, mais la taille de l'île le permettait, c'est pour ça qu'on l'a choisi puis qu'elle s'appelle Gros-Île aussi. Mais comme je disais, elle est pas si loin que ça de Québec. Les gens pouvaient atteindre Québec après ça par bateau assez facilement, mais en même temps, elle est assez éloignée pour que justement, si on a des maladies contagieuses, il n'y ait pas de contamination qui s'en aille vers la vallée du Saint-Laurent. C'est ça qu'on voulait éviter, en fait, le plus possible. Puis mettons, les immigrants, là, est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils allaient devoir faire une quarantaine ou ils arrivaient en Gaspésie puis là, ils découvraient que, OK, il y a ça qui m'attend comme cette épreuve de plus. Est-ce qu'ils acceptaient leur sort? Ben, ça dépend des années. Au tout début, quand ils arrivaient, peu importe qu'ils arrivaient en Gaspésie ou qu'ils essayaient d'atteindre le port de Québec, parce que ça peut varier de ce côté-là, c'est sûr que c'était peut-être un petit peu plus chaotique, là, je te dirais, comme organisation, puis ils devaient être un peu surpris, mais c'est sûr que le mot va se passer. Donc, les navires, en fait, qui amenaient les gens, on en reparlera tantôt avec le carré, qui faisaient les allers-retours plusieurs fois. Donc, à un moment donné, ils vont le savoir parce que les gens qui vont les embarquer à bord vont dire, on vous prévient que une fois arrivé du côté de l'Amérique du Nord, qu'on arrive aux États-Unis ou qu'on arrive du côté du Canada, il y a des zones de quarantaine. Donc, Ellis Island sur la côte est, puis on va avoir Gros-Île de notre côté, tout dépendant où ils décident d'aller. Fait que oui, les gens vont finir par le savoir, mais en même temps, je veux dire, t'es en vie, t'as réussi la traversée, puis t'as une chance d'émigrer en Amérique, tu t'en contrefiches un peu de la quarantaine, sérieusement. Si t'es en santé, et en même temps, tu te dis, ben si je suis malade, on va me soigner. Donc, les gens embarquaient, là. Les gens le faisaient, parce que de toute façon, ben c'est ça, sinon, c'était des milliers de morts juste de la famine. C'était terrible, là, les conditions. Donc, c'est sûr qu'ils risquaient, peu importe, à ce moment-là. Donc, on peut dire qu'à partir des années 1800, à la fin des années 1860, tournant les années 1870, ça devient beaucoup plus moderne. Donc, ceux qui visitent Gros-Île vont se rendre compte que les vieux bâtiments, puis il y a des bâtiments qui ont l'air beaucoup plus, pas nécessairement plus récents, mais qui sont mieux organisés justement pour le triage et tout ça. Et c'est sûr qu'on doit ça à des médecins. Il me semble que son nom, c'est Frédéric Moziambert ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Ça sonne comme ça, en tout cas. OK, vous irez le googler. Qui a vraiment été le médecin en chef de Gros-Île, qui a fait en sorte que pour la dernière partie du 19e siècle, bon, on a vraiment eu des installations modernes, qu'on a vraiment commencé à traiter les gens avec une pensée justement scientifique et qu'on comprenait mieux comment les maladies se transmettaient. Comme je dis, c'est l'époque aussi où Louis Pasteur et autres vont arriver avec des études sur les fameuses bactéries, donc on ne les voit pas, mais elles existent. Elles peuvent rendre malades et où l'hygiène, nettoyer les espaces, désinfecter, le mot désinfection, ça arrive à ce moment-là aussi. Et il fait partie des médecins qui vont dire, ben, quand les gens arrivent, il faut désinfecter. Et parce que souvent, quand les gens arrivaient au début de l'histoire de Gros-Île, ben, il y avait des grosses épidémies à Gros-Île parce qu'on désinfectait personne, même si on essayait de les isoler, ils s'étaient tous contaminés déjà à bord. Puis là, ben, ça faisait juste... puis il y avait des gens donc qui finissaient une quarantaine, qui étaient contaminés par des gens qui venaient d'arriver. Donc, ça a été un peu le bordel aussi. Ça, c'est à Gros-Île, en fait, que le Purel a été inventé. C'est ça que tu dis. Non, plus en Angleterre, mais on est quand même dans l'idée qu'on va comprendre l'importance de laver les gens. Il faut qu'ils se lavent en arrivant pour, tu sais, on se débarrasse des vêtements aussi qu'ils avaient à bord. On va leur donner d'autres vêtements. Donc, tout ça va se mettre en place, mais ça va être beaucoup plus modernisé alors que la grosse vague d'immigration est terminée. La grosse vague d'immigration, 1847-1852, c'est là que ça a été assez impressionnant. C'est la grande période, la grande famine aussi en Irlande à ce moment-là. Est-ce qu'on connaît le taux de survie? Tu sais, un coup
t'arrivais à Grosse-Île, c'était quoi tes chances de pouvoir continuer? On le sait pas. C'était terriblement variable, en fait, parce que ça dépendait du navire à bord duquel tu étais. Parce que des navires qui acceptaient un maximum de passagers, puis après ça, ils n'en prenaient pas plus. Donc, tu avais des chances d'avoir des conditions à bord un peu moins dégoûtantes et donc un plus grand risque de ne pas avoir de maladies contagieuses. Puis il y a d'autres navires, c'était tellement compacté que ça ressemblait à des négriers, là, les fameux navires où on transportait le plus d'esclaves possible. Fuck les conditions, excusez. Oublions les conditions. C'est un coup de dé souvent sur quel navire t'embarques, puis est-ce que ce navire-là a un souci de l'être humain ou il veut juste faire de l'argent en impactant le plus de monde possible à bord et voyant les gens comme de la marchandise. Donc déjà, tu as ce facteur-là qui peut te nuire à ta survie, qui peut faire en sorte que tu meurs pendant la traversée. Puis après ça, ben ça dépend, tu sais, je veux dire, ton système immunitaire, ta constitution, il y en a qui avaient la chance d'être mieux nourris. Ceux qui étaient déjà en situation de famine extrême, souvent ne survivaient pas à la traversée parce que la moindre maladie, ben je veux dire, il n'y avait rien pour pouvoir lutter contre ça, puis ils mouraient très, très vite, là. Hommes, femmes, enfants, ici, il n'y a pas de distinction d'ailleurs par rapport à ça. Si tu avais une constitution plus robuste, puis que tu arrivais à pas être infecté par le typhus ou par justement le choléra et autres, une fois rendu à Grosse-Île, tes chances étaient très bonnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les orphelins de Grosse-Île? Parce que forcément, ça devait arriver, là, tu fais la traversée avec tes parents meurent en cours de route, tu te ramasses à Grosse-Île, t'as 11 ans, what's up, là? Tu sais, tu peux pas aller commencer ta vie à Québec tout seul, là? Non, mais c'est sûr que là, il y avait plusieurs. Encore une fois, c'est terriblement variable. Donc, si il y avait d'autres familles avec toi à bord, souvent, ben, il y a des familles irlandaises qui vont te prendre sous leur aile et puis qui vont t'amener avec eux, puis qui vont t'élever, puis qui vont te prendre au sein de leur famille, parce que les gens s'entraidaient quand même beaucoup. Donc, ça, c'était une des possibilités. Mais c'est sûr que les congrégations religieuses avaient, dans le fond, des crèches ou des orphelinats pour les orphelins. Donc, tu peux te retrouver dans des couvents aussi à Québec ou à Montréal, où tu allais travailler finalement dans les institutions jusqu'à temps que tu sois à l'âge adulte, puis à l'âge de te marier, puis de faire ta propre vie aussi. Fait que, je dirais que c'est dans les deux options numéro 1. Mais donc, il faut dire que beaucoup de familles irlandaises se disaient, ben, tu as un enfant de plus ou de moins, ou il y en a qui avaient perdu un enfant pendant la traversée, ben, ils disaient, toi, t'es orphelin, ben, tu sais, je vais te prendre. C'est toutes des histoires individuelles. En fait, est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses sur cette période irlandaise d'immigration ça en fait massive? Pas mal! Je pense que les gens voient bien. Puis après, parce que je me doute que éventuellement, là, Grosse-Île a dû devenir un peu désuète, tu sais, la contagion, les maladies devaient en avoir de moins en moins, la quarantaine ne devenait plus vraiment nécessaire. Mais à partir de quelle année Grosse-Île est devenue un peu, on n'en a plus vraiment besoin. En fait, on l'a utilisé pour les quarantaines, pour les animaux qui arrivaient sur notre territoire jusqu'à tout récemment. Ça a duré longtemps. Mais c'est l'entre-deux. Donc, c'est, on peut dire que le côté quarantaine, immigrants qui arrivaient par bateau et tout ça, c'est juste que dans les années 30, 1937, généralement, c'est la date qu'on va utiliser. Oui, il y avait, même si c'était pas le flot d'immigrants qu'on avait entre 1837 et 1847, où là, c'était quand même assez impressionnant. Il y avait quand même encore des immigrants qui arrivaient. Puis c'était pas juste des Irlandais, là. À un moment donné, on va avoir des Écossais, on va avoir des gens qui vont même arriver des États-Unis par la mer parce que, bon, ils ont été essayés la ruée vers l'or, puis ils n'ont pas aimé ça, puis ils veulent arriver du côté du Canada, tu sais, je veux dire, il y a quand même plus de circulation qu'on pourrait imaginer, même si Grosse-Île est beaucoup associé à l'immigration irlandaise, il n'y a pas que des Irlandais qui sont passés par Grosse-Île, c'est ça que je veux dire. C'est ça que j'allais demander, mais est-ce que c'est toujours juste de l'immigration européenne? On peut avoir de l'immigration internationale parce que, comme je te disais, quand on arrive en 1849, ben là, arrive la ruée vers l'or en Californie, où tu as 49 000 personnes qui vont traverser le Golden Gate, donc la baie de San Francisco, pour chercher de l'or, d'où le nom de l'équipe de football, les 49ers, 40 000 personnes en 1849. Hey, je savais pas ce nom-là, c'est donc bien cool. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, ces gens-là, il y en a qui, oui, vont faire fortune, mais il y en a qui vont être vraiment déçus des conditions en Californie, puis il y en a qui vont vouloir essayer plus tard le Klondike. Donc, tu as plein de gens, en fait, qui vont circuler un peu partout. Ils peuvent circuler par les voies terrestres. Pensez aux espèces de caravanes dans Lucky Luke, là. Oui, mais j'ai l'impression que c'est tellement une génération aventurière. Là, j'ai l'impression que c'était comme toutes des aventuriers. Et moi, si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais fait non, j'abandonne. Juste, je reste ici, venez me rechercher quand vous aurez fait fortune. Ah ben, il fallait le vouloir, tu sais, il fallait vouloir avoir envie de changer de vie. Mais regarde, c'est parce qu'aujourd'hui, on part backpack, sac à dos en Europe, on le fait. C'est juste que c'est plus sécuritaire. Tu sais, puis il y a des auberges de jeunesse et tout ça, on est dans un autre univers. Mais tu sais qu'il y a eu beaucoup de Chinois qui sont arrivés aussi, intéressés
intéressés par l'arrivée vers l'or et tout ça. Fait que, tu sais, il faut comprendre que Gros-Île va recevoir plus tard, surtout quand les installations ont été modernisées fin 19e siècle, une immigration qui est effectivement plus internationale, plus diversifiée pour ces raisons-là. Ça reste européen, beaucoup, mais... Oui, parce que j'imagine que l'Asie passe par l'autre côté. Oui, ils arrivent par le Pacifique, fait que souvent, ben c'est ça. Mais de la Californie, ils peuvent décider quand même, bon, ben j'aime pas mes conditions de californienne, j'ai pas fait fortune, en fait, je me suis ruinée à essayer de trouver de l'or, ben je vais aller ailleurs. Donc, tu sais, ça bouge. J'ai beaucoup de mouvements en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle. Là, on va faire une mini-pause. Oui, on entend en plus le train. Quel bon timing pendant qu'on parle de déplacement. Donc, Gros-Île sert pour l'immigration, pour la quarantaine, jusque dans les années 30, donc 1930. Après ça, qu'est-ce qui se passe avec Gros-Île? 1937, bon, les moyens de transport ont changé, la propagation des maladies est moins grande aussi parce qu'on a compris comment empêcher les contagions un peu et tout ça. Puis on peut mettre des gens en quarantaine ailleurs que sur Gros-Île. C'est sûr que le flot d'immigration n'est plus ce qu'il était aussi, il a changé. Et là, on arrive en 1937, on est dans un contexte où on a vécu la Première Guerre mondiale, tout le monde s'attend à ce qu'à un moment donné, il y en ait une deuxième, elle va être sur le point d'éclater, et elle va éclater en 1939. Et là, ça, c'est ce qui a attiré ta mère dans le documentaire de Claude Legault, mais qui, malheureusement, n'est pas bien documenté pour les historiens. Alors, on manque d'informations, mais ce qu'on sait... Oui, allons-y, c'est tellement excitant! Là, ce qu'on sait, c'est qu'on parle, en fait, ça a été pendant une centaine d'années, tu sais, une île de quarantaine, mais là, 1939, il va y avoir un changement de vocation jusqu'à la fin des années 40, peut-être à peu près. C'est qu'on est dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale et, bon, ben, tout le monde fait des recherches pour battre les Allemands en particulier. Tu sais, c'est vraiment ça l'enjeu, il faut battre les Allemands. Les Allemands qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont fait ce que j'appelle les coups de cochon, ils ont développé les gaz moutardes et tous les gaz, en fait, qui ont forcé l'invention du masque à gaz. Explique-nous, c'est quoi le gaz moutarde, s'il te plaît? Ben, c'est un gaz qui est toxique, qui asphyxie. Donc, ça fait en sorte que quand les gens étaient en contact avec ça dans les tranchées, ben, ils commençaient à étouffer, puis, ben voilà, ils mouraient et on pouvait tuer ô combien de gens en un seul coup. C'est ce qui a amené le développement des fameux masques à gaz qu'on donnait même aux chiens, parce que les chiens, c'était les messagers, hein, ils transportaient le courrier entre les troupes dans les tranchées, tout ça. Donc, les chiens étaient équipés de masques à gaz parce que les chiens pouvaient mourir de ça aussi. Donc, c'était très grave. Et c'est pour ça qu'on suspectait bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils allaient aller un petit peu plus loin. Bon, pensons aux Zyklon B qu'ils ont utilisé dans les insecticides qu'ils ont utilisés dans les chambres à gaz pour, encore une fois, asphyxier les Juifs. Les Allemands ont été très proactifs dans la recherche scientifique, justement, de ce qu'on pourrait appeler une guerre bactériologique. Donc, l'histoire de Gros-Île, elle est liée aux bactéries. C'est ça que je suis en train de vous dire, parce que à partir de 1939-1940, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même un peu après, et on n'a pas tous les détails. C'est ça, c'est pas super bien documenté, fait que je reste en surface pour ça. Je veux pas trop me commettre non plus, puis pas me faire taper sur les doigts par des gens qui en savent probablement plus que moi. Mais par Claude Legault. Genre, mais tu sais, c'est pas bien documenté. On va souvent appeler ça le projet N. Donc, projet militaire secret qui, évidemment, n'a pas de titre précis, où le Canada, même s'il est maintenant son propre pays, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a notre drapeau et on se bat en tant que Canadien, non plus comme étant membre de l'Empire britannique, contrairement à la Première Guerre mondiale. Le Canada s'allie quand même à l'Angleterre, peut-être à d'autres personnes, on le sait pas, mais quand on regarde les alliés, bon, est-ce que la Russie a été impliquée là-dedans? Allô, Staline? On le sait pas, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches sur, justement, des bombes chimiques. Comment mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être qu'on pourrait servir aux Allemands ce qu'ils nous ont servi pendant la Première. Et c'est là où on va commencer à étudier quelque chose dont on a déjà entendu parler parce que ça s'est retrouvé dans des enveloppes dans le courrier, qui est l'anthrax. Fait, on en a produit beaucoup de ce qu'on en sait, là. Tu vois, je suis allée chercher le chiffre, là, mais ils ont produit entre 1940 et 1956. Même si le gros des recherches a été fait plus dans les années 40, on parle de peut-être 439 litres d'anthrax. Donc, on parle d'à peu près 70 milliards de doses mortelles. Fait que, tu sais, c'est quand même assez énorme comme quantité. Puis on va essayer aussi de développer les maladies bovines. Est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir transmettre ça à l'humain? Donc, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus aussi. Puis c'est ce qui explique qu'après, Gros-Île va devenir un lieu de quarantaine pour tout ce qui est transport des animaux qui arrivent au Canada, mais qui ne sont pas canadiens, pour éviter qu'il y ait justement des maladies qui affectent les troupeaux par la suite. Donc, 1940-1946, grosse période, mais jusqu'en 56,
1956, en fait, on aurait fait ces tests-là sur Grossil avec peu de données accessibles. Les chiffres que je donne là sont même pas si précis que ça. Il y a peu d'informations là-dessus. Puis tu sais, je veux dire, des fois, quand les gens essayent d'avoir de l'information auprès du gouvernement et tout ça, c'est comme... Ils disparaissent soudainement. C'est quoi ça? On n'a jamais fait ça! Parce que ça paraît mal quand même, surtout de nos jours, de penser que le Canada a employé des scientifiques là, on parle même pas de bombes, mais on parle quand même d'anthrax. Donc, on parle de guerre bactériologique avant que ça devienne à la mode dans les médias de parler de ça puis de voir ce qui se passe en Syrie et tout. Donc, il y a un petit mystère qui plane autour de ça. Fait que ça s'est comme transformé en base militaire top secrète. Il y a personne qui avait le droit d'accéder à Grossil à partir de ce moment-là. Puis même après, vu que c'était rendu une île pour la quarantaine des animaux, ben, il n'y a plus grand monde qui sont allés là avant que justement on décide là, plus tard d'en faire un site patrimonial pour commémorer en fait l'immigration irlandaise, mais ça arrive tard. C'est quand même, je pense, c'est la fin des années 70 vraiment qu'on peut dire que Grossil va commencer à développer le côté plus touristique. Hey, mais c'est sûr que les gens qui habitent Montmagny ont dû voir des trucs avec comme des agents secrets, là. Tu sais, comme dans Men in Black, là, regardez ici! Puis là, ils effacent la mémoire de tout le monde. Plein de petits scientifiques qui occupent tous ces beaux petits bâtiments. Mais tu sais, il y avait tout. Il y avait les cuisines. Vu qu'il y avait toutes les installations pour que les gens puissent vivre longtemps. Ils étaient autonomes. Ben, je veux dire, c'est ça. Il y avait une autonomie aussi sur les lieux. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu visites Grossil aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va être mis en avant-plan. Ils veulent pas que ça se diffuse trop comme information. Ça reste des recherches qui ont été faites de manière secrète pendant la guerre, mais bon, on semble pas vouloir donner trop d'informations là-dessus. Puis voilà, est-ce que c'était au détriment des Américains? Est-ce qu'ils étaient au courant de ça? Tu sais, il y a quand même des petits... Des zones grises, là. Oui, voilà, dans tout ça. Là, tu sais, c'est ça, comme j'ai là, est-ce que quand on regarde les alliances à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a-t-elle un lien avec ça aussi? Si oui, ben c'est ça, tu veux peut-être pas que les États-Unis le sachent trop. Tu sais, ça peut être aussi complexe que ça. Mais c'était de la recherche scientifique, on s'entend, là, mais est-ce que, tu sais, parce que là, tu parles d'animaux et tout, est-ce qu'il y avait des cobayes? Est-ce qu'il y avait comme, ils ont testé sur des animaux, des humains? Humains, je pense pas. Honnêtement, tu sais, quand on regarde comment ça allait avec le Canada, là, où en étaient quand même les droits de l'homme, on s'entend que tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même l'ONU, là, c'est la création de l'ONU, puis c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ça va jusqu'en 1956, ces recherches-là. Tester sur des humains, c'est probablement pas quelque chose qui va se faire, là. Animaux, c'est peut-être possible, effectivement, mais sur des humains, dans le contexte, on voudra pas se transformer comme les Allemands qui sont en train qui tuent du monde dans des chambres à gaz, tu sais. Mais on le sait pas. Mais tu sais, quand on regarde comment ça se termine tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, justement, bon, oui, c'est la création de l'ONU, mais comme je disais, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des pays comme l'Angleterre puis le Canada qui sont en avant-plan dans tout ça, ben, je veux dire, auraient été vraiment dans une drôle de situation d'utiliser des cobayes humains, là. Des volontaires, peut-être, là, je mets des guillemets à des volontaires. Qui a le goût de tester de l'anthrax? Écoute, on le sait pas, si t'aurais peut-être été aventurière, t'aurais peut-être dit « Hey, moi, côté aventure, plutôt que partir en voyage, je vais tester de l'anthrax! » Ah ouais! J'ai rien à faire dimanche après-midi. Permets-moi de douter de ce côté. Fait que là, Grossil, c'est une top secret, armé et tout, jusqu'à 1956 à peu près. Après... C'est des animaux. Ça devient une île de quarantaine pour les animaux. Jusqu'à temps qu'on en fasse un site patrimonial pour commémorer justement l'immigration irlandaise dans les années 70, là, si ma mémoire est bonne. Ouais. OK, bon. Fait que ça fait quand même un bon portrait de Grossil. Ben, j'espère, là, madame. C'est quoi le nom de famille de ta mère? Ah, c'est Micheline. C'est son prénom, Micheline. On peut l'appeler par son allô, prénom. Allô, Micheline. J'espère qu'on a pu satisfaire un peu votre curiosité. Mais tu voulais aussi parler d'autres choses dans le coin de la Gaspésie. Oui, parce que ben c'est ça, tu sais, on en parlait un peu avec l'immigration irlandaise, mais moi, personnellement, tu vois, ce que j'ai visité récemment, il y a quelques années déjà, mais qui m'avait beaucoup marqué, c'est, j'ai loué une maison à Cap-des-Rosiers. Cap-des-Rosiers, pour vous situer, c'est l'entrée du parc Forion. Si on s'en va en face, puis ma maison était vraiment sur le bord de la falaise, face à moi, avec des jumelles, je voyais l'île d'Anticosti, tu sais, pour te donner un indice. Parc Forion aussi qui te mène à la pointe qu'on appelle le bout du monde. Là, à un moment donné, t'es rendu à la pointe. T'es dans l'eau, là, tu sais, c'est une bonne trotte, en fait, se rendre là, mais c'est ça, on avait décidé que c'était avant que ce soit à la mode, là, avant la pandémie, là.
comprends que ce soit cool. Ouais, on voulait aller faire de la grosse randonnée, en fait. Donc, on s'est dit, Parc Forion et tout ça, on s'est loué une maison le plus au bout possible de la péninsule gaspésienne. Et on a passé quelques jours, en fait, là-bas. Et la dame qui s'occupait de me donner les clés et tout ça pour la maison que je louais, ben, tu sais, aussitôt que je suis arrivée, puis là, elle a su qui j'étais, elle m'a dit, là, l'histoire du Parc Forion. Tu sais, il faut aller à Forion pour comprendre comment les habitants de ces villages-là, qui ont vu une base démographique quand même assez spectaculaire dans les années 70 quand le parc a été créé parce qu'ils ont brûlé les maisons, ils ont déplacé les gens pour construire le Parc Forion. Mais bonjour, Monsieur Trudeau. Père, c'est une blessure qui est terriblement profonde. Hein? Bon, la dame était âgée, mais tu sais, aussitôt qu'on est arrivé là, tu sais, je veux dire, elle s'est mise à me raconter tout ça. Même moi, je ne connais pas toute l'histoire du monde, puis Parc Forion, années 70, c'est pas quelque chose qui était... j'en avais entendu parler, mais j'avais pas réalisé l'ampleur, comment on avait détruit des villages, en fait, des communautés au nom d'un parc national, d'un parc touristique pour préserver la nature, mais permettre aux gens d'explorer. Et c'est comme ça aussi que, bon, mon chum et moi, on aime les phares. Un des plus hauts phares au Canada se trouve à Cap-des-Rosiers. C'est un magnifique phare avec un revêtement en marbre blanc, il n'en reste pas beaucoup, qui est sur la pointe de Cap-des-Rosiers, sur le bord de la mer, où là, vraiment, tu vois les vagues qui arrivent et tout ça, puis là, tu peux faire la visite, puis monter en haut, tu sais, c'est vraiment cool, soit dit en passant. Et là, je visite ce phare, puis c'est là que on me parle du fameux Carrick, parce que le Carrick, les artefacts se trouvent au musée de la Gaspésie à Gaspé, que j'ai été voir aussi, j'ai vu, puis moi, vu que j'avais entendu cette histoire-là quand j'étais arrivée, on faisait la Gaspésie à Gaspé, puis j'ai vu les artefacts du Carrick, là, je commençais à être bien impressionnée. C'est quoi le Carrick? Je sais même pas c'est quoi. Ça veut dire une roche, mais c'est le nom d'un de ces navires qui faisait les allers-retours entre l'Irlande et le Canada. On nous parle un petit peu de cette histoire-là, mais évidemment, étant qui je suis, moi, je vais creuser après ça, tu sais, parce que après ça, moi, je me suis promenée beaucoup cette semaine-là sur la plage le long de la 132, qui a été refaite dans les dernières années, parce qu'elle était en train vraiment de s'éroder à cause justement des vagues qui arrivent et tout ça. Mais j'étais tout le temps là, puis sur la plage de Cap-des-Rosiers, il y a une grosse cloche qui est la cloche du navire qui a été retrouvée à un moment donné, qu'on a mis là, parce que il y a des gens qui ont été inhumés sur la plage parce qu'il y a eu des morts dans ce naufrage. Fait que c'est pour vous situer, mais tu sais, ça montre une autre réalité de l'immigration irlandaise. Dans le fond, c'est ça, un voilier qui faisait les allers-retours entre l'Irlande et le Canada essentiellement. Et on pense d'ailleurs que le Carrick, c'est celui qui est responsable de la première épidémie de choléra en 1832. C'est lui qui a ramené des gens atteints du choléra du côté de Québec et il serait peut-être responsable de l'ouverture de Gros-Île finalement. Tu vois, il y a super! Le Carrick, c'est ça, c'est comme roche à peu près. Dans le fond, il faisait ces allers-retours-là. Et en 1847, qui est notre date où on va voir la grosse épidémie de typhus, mais encore un peu de choléra, l'année noire de Gros-Île, ben, il va arriver du côté de Cap-des-Rosiers. Et ça explique pourquoi il y a un phare à Cap-des-Rosiers. C'est que c'est des récifs, c'est vraiment des falaises. Et quand les conditions météo étaient pas bonnes, ben, il n'y avait pas vraiment moyen de savoir qu'on approchait des falaises, puis les bateaux ne s'arrêtaient pas. Donc, le Carrick va se faire prendre dans une tempête et il va faire naufrage avec ses 173 passagers. Il y a eu 48 survivants seulement, donc à un moment donné, les corps arrivaient sur la plage, échouaient sur la plage, effectivement. C'est comme ça que à un moment donné, ben, il y a eu des familles irlandaises qui n'ont pas été à Gros-Île, qui n'ont pas continué leur chemin. Il y en a qui sont restés en fait en Gaspésie. La Gaspésie qui a eu quelques familles irlandaises, dont la famille Kavanagh, qui s'écrivait avec un C d'ailleurs, c'est quand même assez rare, plutôt qu'avec un K. Ben c'est une branche de ses descendants du Carrick qui a échoué en 1847 du côté de Cap-des-Rosiers. T'es-tu en train de me dire que Anthony Kavanagh est irlandais? Non, il s'écrit avec un K. Okay. Je dis pas qu'il est pas irlandais, mais c'est pas la même branche, il s'écrit avec un K. C'est ça que je te dis avec un C. Avec un C, avec un K, c'est bon. Vu l'érosion des sols, déjà, avant même que moi je passe, ça faisait 2 fois qu'ils trouvaient des squelettes, en fait, dans ce secteur-là. Les squelettes étaient analysés en laboratoire, puis on réalisait que c'était des gens qui avaient vécu au 19e siècle et qui souffraient de malnutrition. Donc, les premiers squelettes qui avaient été identifiés, analysés en 2011, si ma mémoire est bonne, c'était des jeunes garçons, puis on pouvait identifier qu'ils avaient vécu au 19e siècle et qu'ils étaient vraiment mal nourris, là, on pouvait le voir par les os et tout ça. Donc, on se doutait que c'était probablement des passagers du Carrick qu'on venait de retrouver. Et voilà, en 2016, juste après mon passage, en fait, à Cap-des-Rosiers, Parc Canada et le gouvernement du Canada, en fait, vont commencer à faire les travaux pour de la 132 parce que la route est en train de tomber, littéralement.
littéralement dans l'eau à cause de l'érosion. Et là, évidemment, comme on connaissait l'histoire du Carrick et qu'on savait qu'il y avait des corps d'inhumés sur la plage de Cap-des-Rosiers, ben là, c'est sûr que les archéologues de Parc Canada ont fait des fouilles préventives avant l'agrandissement de la 132. Et c'est là qu'ils vont découvrir 8 squelettes, donc 5 adultes, 3 enfants, qui étaient les pieds vers la mer. Donc, c'est des gens qui avaient été inhumés sur la plage. Ça confirmait, en fait, les légendes à Cap-des-Rosiers qui disaient qu'on avait inhumé des gens sur la plage. Là, on venait de le confirmer, en fait. Donc, on avait 8 corps d'inhumés. Et après ça, ils vont faire des fouilles. Puis là, on va arriver avec 21 personnes qui ont été découvertes là, depuis 2016. Oh, c'est énorme! Oui, bien, c'est sûr que 173 personnes, 48 survivants, il y a pas mal de monde de mort, là. Oui, mais dans le sens que les corps auraient pu ne jamais s'échouer sur la plage, là. Tu sais, ils auraient pu juste disparaître en mer, qu'il y en ait retrouvé autant. C'est beaucoup, quand même. Ah oui, donc c'est 21 corps là, qui ont été découverts. Puis, je veux dire, là, il y a encore des analyses qui sont faites à l'Université de Montréal. On n'a pas encore tous les relevés, mais c'est sûr que on comprend là, que ce sont très probablement là, les naufragés du fameux Carrick qui expliquent qu'on va construire un phare très, très haut pour s'assurer que les navires ne viennent plus s'échouer comme ça contre les récifs si jamais les conditions météorologiques, le brouillard, etc., viennent qu'à nuire. Puis, je veux dire, pour avoir été là juste quelques jours, la première journée, il y avait une tempête. Donc, écoute, je pourrais t'envoyer des photos, mais il y a des photos de moi avec les vagues qui me ramassent. J'aime vraiment ça. Moi, s'il y a une tempête en mer, j'ai 2 pieds dans l'eau. Ah bon? J'aime vraiment me faire secouer par le vent marin et les vagues, t'as aucune idée. Puis, mon chum me prenait en photo, il était comme un malade, tu sais, nu-pied dans l'eau glacée avec les vagues qui sont en train de la ramasser, puis tu sais, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles, parce que je trouve ça génial. J'aime quand les éléments sont un peu extrêmes. Mais tu sais, ça nous donnait déjà une bonne idée de ce que ça pouvait être, tu sais, quand c'était vraiment des grosses tempêtes et que les navires voyaient rien, parce que l'espèce de vapeur d'eau aussi des vagues et tout ça, on voyait pas loin, on voyait pas sur une grande distance devant nous, en fait. Donc, voilà, c'est ce qui explique la construction du magnifique phare de Cap-des-Rosiers que je vous invite à visiter. Ah, wow! Mais l'histoire de la Gaspésie, là, elle est fascinante. Il s'est tellement passé de trucs là-bas, ou même, là, tu sais, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Les sous-marins. Il y a eu des sous-marins, il y a eu des espions allemands, tu sais, les Gaspésiens ont vécu tellement de choses. Ça vaut la peine d'aller voir le musée de la Gaspésie, d'ailleurs, pour apprendre tout ça, parce qu'ils ont vraiment des artefacts, entre autres de la Deuxième Guerre mondiale, que tu es comme, voyons donc. C'est vraiment un beau musée, bon, je tiens à le dire, le musée de la Gaspésie à Gaspé, c'est un des très beaux musées qu'on a au Québec, avec justement des artefacts uniques liés à une histoire qui est très différente de villes comme Montréal, Québec ou Trois-Rivières. Ouais. Si jamais vous nous écoutez, que vous êtes Gaspésien ou originaire de la Gaspésie, puis venez nous raconter vos histoires de famille, là, c'est sûr que vous en avez plein. Là, moi, ma grand-mère, elle a déjà vécu ça et tout. Moi, je suis ultra curieuse de vous entendre. Pour vrai, là. Non, mais il y en a plein. Mais tu vois, pour terminer, dans le musée, ben, ils ont en fait un journal de bord du Carrick, parce qu'il y a eu des artefacts qui ont été, tu sais, qui se sont trouvés sur la plage. La cloche, elle est restée sur la plage de Cap-des-Rosiers, mais tu sais, t'as un violon qui a probablement apporté nuit à un des passagers. Tu sais, il y a comme plein de petits artefacts. Fait que quand t'as fait Forion avant, puis que t'as fait la plage de Cap-des-Rosiers, que t'as fait surtout la visite du phare, parce que c'est juste là où à peu près tu vas vraiment t'entendre parler, que t'arrives après à Gaspé pour visiter, puis que tu tombes sur les artefacts du Carrick, c'est comme wouh, tu sais, il y avait un beau trip de ce côté-là. Fait que là, imaginez, là, vous écoutez notre épisode, puis là, l'été prochain, vous allez en vacances en Gaspésie, vous allez triper, là, vous allez doublement apprécier votre voyage. Il faut pousser à l'autre bout, là. Il faut vraiment aller au bout de la péninsule. Evelyne, en terminant, voulais-tu ajouter quelque chose sur Grosse-Île, sur la Gaspésie, sur les naufrages? Je sens que c'est très riche comme balado. J'ose penser que ma mémoire est quand même assez juste, là, mais tu sais, je pense que ça fait quand même un beau tour d'horizon. À vous d'aller lire maintenant, parce que, ben, je veux dire, Grosse-Île est bien documenté. Pas la portion Deuxième Guerre mondiale, mais c'est sûr que pour tout ce qui est histoire des Irlandais, je veux dire, la documentation abonde, alors n'hésitez pas à aller vous amuser à lire tout ça, puis vous allez voir comment les Irlandais, c'est grâce à eux qu'on a construit le canal de la Chine rapidement, puis que là, le pôle économique a passé de Québec à Montréal, puis que ce sont eux qui ont construit le pont Victoria, et là, vous allez lire tout ça, et vous allez découvrir plein de choses. Oui, puis vous allez sans doute découvrir aussi que vous avez des Irlandais dans votre famille, ou que vous êtes d'origine irlandaise. Moi, je fais partie de ces gens qui en ont pas. Non. Je pense que t'es la seule au Québec. Non, j'ai zéro sans irlandais ou écosse. Vraiment, là, bretonne, normande. Faut dire que mes deux familles sont des ferrons, donc je suis très... Ouais, c'est ça.
Mais moi, j'ai des souvenirs de ma grand-mère qui, elle, sa mère était irlandaise, tu sais, qui est passée par Grosse-Île et tout, et son père était un Québécois catholique, Canadien-Français, tu sais. Puis je me souviens qu'elle me disait, le côté à mon père, j'ai trouvé tellement plate, tu sais, on allait là, on pouvait pas s'amuser, on pouvait pas faire de bruit, c'était très strict, c'était très austère. Elle dit, là, on arrivait du côté de ma mère, il y avait tout le temps de la musique, ça dansait, c'était festif, tout le monde se faisait des embrassades, tu sais. Fait qu'il y avait vraiment la dualité, là, austère, catholique, et l'autre côté plus bon vivant, heureux d'être là, musicien, tu sais. Fait que moi, ça m'a toujours fascinée. Mais écoute, Evelyne, merci énormément de nous avoir partagé tes connaissances. Ben, écoute, ça me fait encore une fois plaisir, j'espère, Micheline, que nous avons pu vous divertir. Mais oui, merci maman de nous avoir proposé ce sujet-là. Merci à vous de nous avoir écoutés à la maison et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Bye! Au revoir!